Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis ce soir de vous retrouver avec Dr Henri pour parler des problèmes dentaires lors de ce webinaire. Alors aujourd'hui, il y a un gros effort de communication qui est fait autour de la santé bucco-dentaire. Le lien entre santé dentaire et santé globale est encore souvent minimisé. D'accord. Et si la bouche n'est pas entretenue correctement, ça peut devenir une porte d'entrée de germes, souvent pathogènes, qui peuvent entraîner des complications dans le corps entier, en fait. Et de la même façon, il y a beaucoup de maladies qui peuvent avoir une manifestation, elles, bucco-dentaire. D'accord. Donc, ce soir, Dr Henri nous propose, lors de ce webinaire, de mieux comprendre comment les problèmes dentaires peuvent impacter l'organisme dans son ensemble. Et bien sûr, comme toujours, il répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me les transmettre via le chat. Voilà. Donc, Jean-Yves, c'est à vous de jouer. Merci Aline. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas dentiste. On m'invite périodiquement à des séminaires dentaires pour que je parle un peu de ce que je fais, de l'homéopathie, de la biologie sérique, etc. Et qu'en général, ça ne se passe pas très bien parce que les confrères, même les plus avancés, ont beaucoup de mal à faire le lien donc entre ce qu'ils observent en bouche et puis les fonctions qui sont derrière et qui vont en fait orienter le type de pathologie et le type et l'évolution des lésions qu'ils ont sous les yeux. Voilà. Donc j'ai fait ce petit PowerPoint pour essayer de faire le point de cette difficile relation entre les médecins d'un côté qui ont souvent tendance à négliger la bouche et les dentistes de l'autre qui ont un peu de mal à comprendre pratiquement que la mandibule ne flotte pas dans l'espace, qu'elle est reposée sur des régulations qu'il est intéressant de connaître et sur laquelle on peut agir de façon physiologique. Voilà, donc les dentistes qui m'écoutent m'excuseront des fois pour mon manque de précision, mais je ne suis pas un professionnel de la sphère quand même si je suis un des rares médecins qui fasse systématiquement ouvrir la bouche de ses patients, qui regarde la langue, qui est un petit miroir à la main pour aller regarder si j'ai un doute. Vous voyez, c'est quand même pas très courant ça. Donc ça veut bien dire que j'ai conscience de l'intérêt de la chose et qui mettent mes doigts pour observer l'articulation temporomandibulaire. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. On va voir. Ah, il n'est pas rapide, hein, mon petit truc. Oula, j'ai été trop loin. Voilà. Donc, évidemment, on a une première difficulté qui est propre à la médecine moderne. Hein. C'est que la médecine qu'on nous a apprise, qu'elle soit générale ou dentaire, considère le malade à travers sa maladie. Hein. Donc, en fait, c'est le diagnostic nosologique qui va impacter la pensée du praticien, alors qu'en fait, cette pathologie, elle apparaît dans un parcours de santé et qu'en fonction de ce parcours de santé, la pathologie va la faire d'une certaine façon. Et donc, il est intéressant de prendre sérieusement l'observation et puis de bien remarquer que, en fait, au fur et à mesure de la dégradation des régulations, il y a des nouveaux symptômes qui vont apparaître et en fait, derrière un diagnostic nosologique défini, il y a des situations souvent extrêmement différentes, comme d'ailleurs le BNS nous le montre assez souvent. Voilà, donc évidemment, pour chaque diagnostic, la faculté a mis au point des tests spécifiques, hein, et elle met en avant des traitements chimiques bien codifiés avec des effets et des inconvénients certains. Alors, par exemple, nous ne parlerons pas de l'antibiothérapie qui est utilisée largement à nu dans les affections dentaires. Hein. Dès qu'il y a du pus quelque part, ils mettent des antibiotiques, en n'ayant pas conscience que quand il y a du pus, c'est que le patient est guéri. Hein, donc, il n'y a qu'à permettre au pus de s'extraire.
Et puis que en fait tous les antibiotiques sont immunodépresseurs. Donc plus on va utiliser les antibiotiques, plus le patient va avoir tendance à rechuter. Sans compter les problèmes qui sont liés évidemment aux perturbations intestinales et immunitaires induites par ces antibiotiques. Alors, dans la sphère, je vais modifier ça, on va se mettre dans un petit coin. Voilà. Donc, les principaux problèmes rencontrés. Alors, dans la sphère bucco-dentaire, évidemment, la formation des médecins dentistes, comme on dit en Suisse, est souvent extrêmement légère en termes de pathologie, et donc il leur manque des bases de physiopathologie, et en plus, bon, il y a pas forcément un dialogue qui se fait entre le médecin et le dentiste, et c'est bien malheureux. Alors, quand on observe quand on lit les livres de médecine dentaire et quand on voit la façon dont ils abordent certains problèmes, on se rend compte qu'ils n'ont pas d'explication physiopathologique et qu'ils n'ont pas de solution. En particulier dans 3 secteurs qui reviennent assez systématiquement proposés par les patients qui vont d'un praticien à l'autre en cherchant des solutions, c'est les aftes, c'est la maladie carieuse et les parodontites et les parodontoses. Voilà. Donc, c'est ces 3 grands secteurs qu'on va essayer d'explorer ensemble et qu'on va essayer de systématiser sur le plan, bien sûr, physiopathologique, sérologique et thérapeutique. Vous voyez que on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, est-ce que ça me... Voilà. Alors, les aftes. Donc, l'aft est de diagnostic facile, il n'y a qu'à regarder. Ce sont des foyers dégénératifs du corps muqueux de Malpighi, autrement dit, c'est un ulcère qui va s'installer précédé de picotements et de brûlures, et donc la vésicule va s'ulcérer et cicatriser en 1 à 6 semaines selon sa taille. En fait, le mécanisme, il y a eu beaucoup de discussions sur la cause de ces aftes. En fait, c'est une nécrose lymphoïde. Vous savez que le système lymphoïde est partout dans le corps, c'est notre 3e circulation, c'est la circulation du sang blanc, et que la bouche, en tant que partie supérieure du pôle lymphoïde, estomac, rate, pancréas, eh bien cette bouche est très riche en vaisseaux lymphoïdes, et pour des raisons diverses et variées, ce réseau lymphoïde va se congestionner et il va y avoir une inflammation et une nécrose. Et d'ailleurs, c'est la médecine chinoise qui définit ça très bien. Ils disent que l'aft, c'est un dégagement de chaleur ou même de feu sur le méridien de l'estomac, de la rate pancréas, dont la bouche est l'orifice. Donc en fait, la bouche va être l'orifice d'un organe interne qui est le tube digestif haut, et puis également le méridien de l'estomac, donc va parcourir les mandibules et va passer d'ailleurs au niveau du sein. Et le sein étant un organe lymphoïde également, et d'ailleurs j'ai un cas très intéressant d'une dame qui se plaignait de brûlures en bouche, et dans son anamnèse, on trouvait un cancer du sein avec traitement de radiothérapie sur ce sein. Et donc, cette radiothérapie sur ce sein avait provoqué un feu sur le méridien, et ce feu s'exprimait en dehors de toute lésion. Il y avait une sensation de brûlure en bouche, et en fait, qui s'est dégagée en sortant quelques aiguilles d'acupuncture, en faisant saigner le méridien de l'estomac. Voilà, donc là, c'est une chaleur sur le méridien de l'estomac. Alors, il y a 3 aspects à ces aftes. L'aft commun, qui est de localisation variée, les muqueuses, les joues, la langue. C'est une ulcération qui n'est pas forcément douloureuse chez tous les sujets. Il est généralement petit, guéri en 1 semaine.
Alors, évidemment, on peut mettre des tas de choses dessus, hein, du titri, tout ce que vous voulez. Ça ne va pas forcément plus vite. L'afte miliaire est une lésion similaire à la précédente, mais de dimension multiple, un petit peu plus petit, mais multiple, et ces atteintes vont avoir tendance à confluer. Alors ça, on voit ça en particulier dans ce qu'on appelle les bouches pleines d'aftes, et qu'on voit souvent après la prise d'antibiotiques ou au cours de chimiothérapie. Et puis, vous avez des aftes géants qui sont constitués d'une ulcération profonde très douloureuse, très large, avec infiltration nodulaire. Et là, on doit se poser vraiment la question de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette nécrose importante. Alors évidemment, il va falloir, voilà, là vous avez des aspects d'aftes qui sont très intéressants. Hein, vous voyez, une petite afte de la muqueuse. Là aussi, sur le bord intérieur de la lèvre, hein, sur le voile du palais, sur la langue. On voit à peu près toutes les localisations. Donc, il faut bien différencier la maladie afteuse de la maladie de Behçet, qui est une vascularite auto-immune. Donc, la maladie de Behçet, les deux grands symptômes de la maladie de Behçet, c'est la bouche pleine d'aftes, et en particulier de grands aftes, et une atteinte oculaire de type vascularite auto-immune. Bon, évidemment, la maladie de Behçet, c'est autrement grave et ça se traite de façon très spécifique. Voilà, on peut même avoir aussi des aftes sur les organes génitaux. Il y a une atteinte des articulations souvent, des artères. Bon, là, on est dans une maladie auto-immune qui nécessite bien sûr un BNS et une correction et un suivi tout à fait spécifique. Alors, les aftes. Les aftes, qu'est-ce qu'on va trouver dans les causes de déclenchement des aftes? Bien sûr, les problèmes dentaires, les appareils ou les prothèses mal ajustées qui créent des traumatismes. Hein. Ce traumatisme dans la bouche va dégénérer en ulcère. Certains aliments, donc il va y avoir vraiment des réactions inflammatoires à certains aliments, en particulier bien connus les noix, le gruyère, les tomates et puis même les figues, hein, qui peuvent déclencher des aftes chez des personnes qui y sont sujettes. Également les modifications hormonales, hein, il y a des aftes qui reviennent de façon cyclique pendant le cycle menstruel et à la ménopause. Et puis bien sûr, certains médicaments, alors les AINS, hein, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bloquent la rate, donc évidemment il va y avoir des aftes en bouche. Les antibiotiques, en particulier les pénicillines, certains anticoagulants, et puis certains médicaments contre le paludisme ont été responsables de poussées d'aftose. Le stress et la fatigue également, à eux seuls, peuvent servir à déclencher une poussée. Alors, je sais pas. Voilà. Alors, les aftes, les traitements classiques préconisent des applications topiques d'anesthésistes ou de corticoïdes. C'est ce qu'on disait, on a un effet anti-inflammatoire et antalgique, mais qui n'agit pas du tout sur la cause. Vous en avez même qui se sont risqués à l'utilisation d'immunosuppresseurs et de thalidomide. Vous savez, la thalidomide, c'est le médicament qui, donné chez la femme enceinte, faisait naître des enfants sans bras. Ça a été très à la mode dans les années 50. Alors, évidemment, les homéopathes, quand ils ne savent pas trop quoi faire, ils se plongent dans le répertoire de Ken, dans le répertoire de Bolger, etc. Et on trouve un certain nombre de remèdes qui sont indiqués dans les aftes. Et bien sûr, alors Arsenicum album, alors ça c'est très intéressant, et Baptisia, qui est un arsenic aussi, sont très intéressants parce que ce sont des remèdes d'empoisonnement. Évidemment, ce sont des remèdes qui vont agir sur les aftes suite d'empoisonnement, et en particulier par les médicaments, par exemple. Baptisia, il y a une notion de diarrhée. Hein, la diarrhée, c'est une manifestation
de l'engorgement de la rate pancréas. Et puis le grand remède des aftes, ça va être borax, chez l'enfant en particulier, qui est du borate de sodium et qui est un antiseptique connu et qui provoque des aftes. Mercurius solubilis, qui est un remède également du pôle rate, pancréas. Mercurius corrosivus. Nux vomica, les aliments, la surcharge alimentaire. Nux vomica qui est l'aigu de sulfure. Et puis sulfurique acide. Et d'ailleurs, tous les acides peuvent présenter des alques. Sulfurique acide, ce sont les aftes de la cirrhose alcoolique. À un moindre degré, on trouve carbo-végétabilis et par sulfure, l'accaninum. L'accaninum, c'est intéressant, c'est un remède d'aphthose lié aux règles. C'est l'aphthose avant les règles. L'achésis, la congestion, stagnation chaleur vasculaire, avant les règles également. Donc, on va choisir ces remèdes en fonction du contexte dans lequel l'afte se développe. Alors voilà par exemple un bel exemple de borax chez l'enfant. Voilà. On voit bien les aftes, aftes des muqueuses, aftes de la langue. Voilà, avec sensation de chaleur et de sécheresse de la bouche. Voilà. Et qui peut être concomitant avec une diarrhée. Le fait que ça soit concomitant avec une diarrhée, c'est juste le symptôme qu'on a une plénitude du pôle rate-pancréas. Il y a les aftes en haut et la diarrhée en bas. Alors Jean-Yves, on nous dit que l'aloe en plante fraîche ainsi que la propolis fonctionnent bien pour soulager les aphthoses. Alors l'aloe, c'est un cortisone-like, donc en effet ça va réduire l'inflammation, mais ça n'aura aucun effet sur la cause de l'afte, qui est quand même un blocage de la circulation lymphoïde. Faut pas, le secret, ça va être ça. Et au niveau de la propolis, de même, on est en symptomatique là. Alors, on est en symptomatique aussi. La propolis, elle est antiseptique, elle est anti-inflammatoire, mais là aussi, il faut s'intéresser à la cause qui est quand même l'engorgement lymphoïde. D'accord. De toute façon, comme vous disiez, on a... Disons que la propolis et l'aloe, c'est des moyens locaux pour soulager les patients qui sont à prendre en compte, ça c'est clair. D'accord, ok. D'accord, merci. Je vais le noter d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Je devine qu'est-ce qui a proposé ça. Alors devinez. Ça serait pas une valaisanne? Ah non. Raté. Très bien. Alors, donc l'aspect des bilans est intéressant. On trouve une hyperalpha 1, donc on est dans un phénomène inflammatoire de phase acide. Voilà, et les ioglobulines sont élevées, donc il y a un stress oxydatif. Donc vous voyez, acidose locale et stress oxydatif sous-tendent la sortie d'acte. Alors, il y a 3 paramètres, si on regarde le BNS24, il y a 3 paramètres qui sortent aussi, argentum, cuprom et iodome. Alors, cuprom, eh bien, il accompagne l'hyperalpha 1. Par contre, ce qui est intéressant, c'est argentum nitricum, qui est nitrate d'argent, qui a une pathogénésie d'ulcération à bord irrégulier saignant facilement, il n'y a qu'à regarder la matière médicale. Et iodome aussi a une pathogénésie d'afte avec des cryptes multiples blanchâtres des joues, de la langue et des gencives. Vous voyez, donc là, on a vraiment des remèdes qui, déjà dans leur pathogénésie, provoquaient des aftes. Alors, si on demande à la base de données des BNS de nous proposer un remède végétal, il nous propose arnica. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'arnica, vous voyez, c'est une plante que vous connaissez bien, qu'on trouve partout, heureusement, et qui est un mercure. Donc, mercure, c'est le patron de la rate pancréas. Arnica, c'est une composée, c'est une plante du sang, c'est une plante qui remet de l'ordre dans le sang, qui va disperser la chaleur en particulier, et surtout, c'est vraiment une plante des aftes qui saignent. Dans Arnica, il y a la notion de saignement. Alors, personnellement, moi, ma technique avec les aftes, c'est de faire un attouchement avec Ratania composé de chez Velleda, qui contient de la myrrhe, de
de l'huile de Notera, Bienis, hein, du Ratania qui est cicatrisant, de l'esculus qui est décongestionnant et argentum nitricum, fluoride c'est calcarea fluor et kiésérite, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais ça marche très bien et on met ça avec un coton-tige et ça soulage. Et en fait, c'est souvent la myrrhe qui soulage. Et c'est aussi. Alors l'avantage, c'est que c'est tout prêt. Vous en trouvez à peu près dans toutes les pharmacies, donc c'est très pratique. Et c'est une goutte à chaque fois simplement. Et ça dure. Voilà, deuxième grand secteur, les caries. Alors évidemment, on a tendance à croire que à avoir toujours l'effet, c'est-à-dire que la carie, c'est une acidose localisée de la dentine qui va se développer grâce à la présence d'un microbe qui est un streptocoque et qui va proliférer en particulier dans une situation de régime alimentaire sucré. Quand les marins de l'Astrolabe sont arrivés à Tahiti, les Tahitiens n'avaient pas de caries, et puis un siècle après, toute la population avait développé plein de caries parce qu'on était passé à un régime alimentaire européen qui était beaucoup trop sucré. Alors évidemment, quand ces germes s'accumulent à un endroit, notamment entre les dents, sous les anciens plombages, dans le tartre ou sous des couronnes mal adaptées, ils vont devenir virulents, ils vont se multiplier et ils vont entraîner une déminéralisation de votre dent. Alors là, je vous ai mis une très belle image. Hein. C'est l'image des caries des dents de lait d'un enfant que ses parents avaient l'habitude de calmer avec une tétine dans laquelle ils mettaient du miel. Et donc, le miel était ou de l'eau sucrée. Hein. Évidemment, les germes sont trouvés très très bien et n'ont pas tardé à dévorer les dents de lait. Ce qui est quand même dommage pour le bébé. Alors, traitement de la maladie carieuse, c'est un peu difficile parce que quand on a des patients qui viennent avec 5, 6, 7, 8 caries qui sont apparus souvent assez rapidement, pour ne pas dire des fois spontanément. Donc là, on a la notion qu'il s'agit d'un problème bien sûr microbien dans l'effet terminal, mais il s'agit d'un problème de terrain à ce moment-là. Et alors, en fait, quand on regarde les bilans, on regarde qu'ils sont pas très perturbés. La plupart du temps, ils sont normofloculents, hein, c'est-à-dire c'est des bilans qui ne sont pas très très perturbés. Par contre, je vais un peu trop vite, moi. Voilà. Par contre, dans le BNS 24, il y a deux paramètres qui sont qui se détachent un peu des autres, c'est aurum et argentum nitricum. Donc, les réactifs sont deux acides. Hein. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une très très forte réactivité à ces acides. En plus, ces acides sont les régulateurs du pôle-rein. Et le pôle-rein, c'est lui qui va gérer la minéralisation. Et les dents, en médecine chinoise, c'est le pôle-rein. Donc vraiment, on voit que le germe se développe aisément dans un contexte d'acidose qui va attaquer le pôle-rein et de déminéralisation, de dysfonction du rein. Alors évidemment, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut s'intéresser aux autres fonctions du pôle-rein, hein, donc à la sécheresse de la peau, des muqueuses, etc. Et puis les cheveux, hein, puisque les cheveux, c'est l'eau du rein qui va alimenter les cheveux. Les poils, est-ce qu'il y a une décalvante? Hein, et même les ongles ne sont pas spécifiquement liés aux cheveux, c'est plus lié au sang du foie. Mais si le rein est sec, généralement, le sang du foie ne va pas bien, donc on regardera aussi les ongles, les points blancs, s'il y a des fissures, etc. Et le traitement que vous mettrez en place aura un bon effet, pas seulement sur la déminéralisation générale, mais également sur les autres phanéres. Voilà. Ensuite, les parodontites. Alors, les parodontites, ça, c'est le grand problème actuel, parce que la population vieillit, la population est encore en forme, même de façon âgée, après la retraite, etc. Et ils veulent avoir des belles bouches. Hein. Et
malheureusement, avec l'âge, eh bien, on va voir se développer du tartre, hein, et on va voir se développer des poches, et on va voir des mobilités dentaires apparaître. Enfin bref, il va y avoir une usure plus ou moins rapide du parodonte. Alors, on distingue certains types de parodontites et les parodontoses. Alors, les parodontites sont des atteintes inflammatoires du parodonte. Qu'est-ce que c'est le parodonte, hein? C'est le système ligamentaire qui tient les dents à l'os mandibulaire. Alors, le desmodonte, voilà, exactement. Il y a une migration de la tache épithéliale, une désorganisation du desmodonte et une résorption osseuse suivant plusieurs configurations. Alors là, tout de suite, en faisant ouvrir la bouche, on remarque deux choses. Il y a les gens qui ont un vieillissement de leurs gencives de façon horizontale, c'est-à-dire que globalement, l'os est descendu, il a entraîné la gencive et toutes les dents, on voit apparaître le collet des dents. Mais apparemment, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de trou. Voilà. Et puis, vous avez des gens chez lesquels ça ne descend pas beaucoup, mais il y a des poches, il y a du pus, ça sent mauvais, c'est vilain. Donc là, ça va permettre, même sans être spécialiste, de voir la différence entre les parodontites horizontales et les parodontites dites verticales. Alors, on peut voir des lésions qui commencent à partir de 30 ans, et ces lésions sont d'évolution plus ou moins lente. Alors évidemment, ça va varier avec ce qu'on a fait en bouche, avec les régimes alimentaires. Plus le régime alimentaire sera sucré, alcoolisé, etc., plus ça va aller vite. Et puis bien sûr à l'hygiène qu'on va proposer aux patients et que le patient suivra de façon plus ou moins attentive. Donc on va observer la récession gingivale, les segments, en sachant que les segments sont toujours pathologiques. La mobilité dentaire, est-ce que la dent bouge? La sensibilité au froid, est-ce que le nerf est atteint? Et puis l'halitose, c'est-à-dire l'haleine chargée et les tassements alimentaires entre les dents, qui évidemment vont favoriser la pullulation microbienne. Alors dans les parodontites, donc c'est ce que je vous ai dit, la première grande famille, c'est les parodontites simples, dites horizontales. Le fond de la poche est encore au-dessus du niveau du septum osseux. Donc, autrement dit, ça descend gentiment et un peu partout. Et la plupart du temps, ça a l'air propre. Alors, quand on fait un bilan BNS à ces patients, on se rend compte que les bilans sont normaux ou plutôt hypofloculents. Et vous savez que quand les bilans sont hypofloculents, c'est assez chronique. Et puis, on a affaire à ce qu'on appelle des patients tuberculiniques, c'est-à-dire des patients qui ont souvent du mal à absorber les aliments, en particulier les graisses circulantes et en particulier les oméga 3, qui ont un rôle certainement dans le système de la tâche ligamentaire. Et ça a un rôle également en tant qu'anti-inflammatoire. Et évidemment, la carence en oméga 3 va favoriser la colonisation microbienne, comme dans ce qu'on appelait autrefois les parodontites juvéniles, qui sont des parodontites agressives des adolescents. Alors, il y a des grosses discussions actuellement sur ces parodontites agressives. On va revenir plus tard, on va en parler plus tard. Alors, quand on regarde les remèdes proposés par l'ordinateur pour ces patients, on se rend compte qu'il y en a un qui vient assez systématiquement, c'est la prêle, Equisetum arvins ou Equisetum yemal, qui sont des remèdes qui sont des plantes de l'air primaire, plantes élaborées de l'air primaire, qui contiennent beaucoup de soufre et beaucoup de silice, c'est-à-dire elles agissent à la fois sur l'inflammation aiguë et sur l'inflammation chronique. Et puis surtout, ce sont des remèdes de l'air primaire, c'est-à-dire de la sphère de la rate pancréas. Toutes les plantes de l'air primaire agissent préférentiellement sur le pôle rate pancréas, donc sur la bouche. Et ce qui est intéressant donc avec Equisetum, c'est que elle est de la régulation de la silice, c'est-à-dire de la voie des os.
Et d'ailleurs, ce sont des plantes qui poussent dans l'eau. Et donc, ce sont des plantes qui vont nourrir le rein. Donc, vous voyez, il y a à la fois le côté muqueuse, rate, et le côté voie des os, rein, hein, os, dents. Alors, pour ceux qui aiment bien les nosodes, c'est l'aspect tuberculinique qui prédomine, avec des patients qui sont assez insécurisés et qui ont besoin qu'on les rassure beaucoup. Et des hypersensibles. Les parodontites complexes, donc là, vont nous présenter des lésions beaucoup plus profondes, qui peuvent être d'ailleurs locales ou généralisées. Là, je vous ai mis un magnifique cas de parodontite complexe généralisée. On voit qu'il y a à boire et à manger. Donc là, le défaut osseux est au-dessus du niveau habituel du septum et l'exploration de la flore des poches met en évidence de graves déséquilibres, quand ce n'est pas la présence d'amibes. Alors actuellement, les dentistes équipés de bombes binoculaires sont en train de se rendre compte qu'il y a un peu plus des 2/3 de la population qui ont des amibes en bouche, que la présence de ces amibes en bouche est un barrage tout à fait important à la guérison, puisque les amibes phagocytent les globules blancs et les noyaux des globules blancs, à ce moment-là, les globules blancs laissent déverser, les polynucléaires déversent leurs enzymes dans les poches, ce qui contribue à entretenir l'inflammation et à favoriser la déminéralisation. Et donc, ces amibes sont extrêmement résistantes et on a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Donc, il faut d'abord faire le diagnostic et puis ensuite, il faut mettre en place un traitement au long cours avec des contrôles réguliers pour vérifier qu'on a réussi à s'en débarrasser, ce qui n'est pas évident du tout. Alors évidemment, à l'opposé de l'aspect précédent, là, on va avoir plutôt des BNS hyperfloculents et avec un aspect de type hyperalpha-alpha 2, donc il y a vraiment une activation macrophagique, donc des phénomènes inflammatoires très nets au niveau des muqueuses, et puis un aspect de perturbation de manganum, c'est-à-dire des lipoprotéines, et puis Mercurius, dans le BNS 24, va monter et qui signale la présence de pus. Voilà, donc là, on est beaucoup plus dans un phénomène de stagnation chaleur avec présence de pus. La diathèse, à ce moment-là, eh bien, va nous donner essentiellement des patients de type psorique, c'est-à-dire avec une hypofonction, stagnation, chaleur, même si ce sont des frileux en général. Alors voilà l'évolution. Voilà, là, on a un petit outil qui va nous permettre d'apprécier la profondeur de la poche. Vous voyez qu'il y a un décollement de la tache épithéliale et puis qu'il y a une inflammation qui s'installe et puis il va y avoir une atteinte du collet et puis bien sûr la poche, il va y avoir du bourrage alimentaire, la poche va se propager et puis il va y avoir quelque chose d'assez vilain et là il va falloir vraiment s'en occuper, sinon la dent est perdue. Déjà à ce niveau-là, généralement il y a une mobilité qui s'installe. Alors, c'est intéressant, c'est quand on regarde les plans proposés par l'ordinateur sur les parodontites complexes, on voit qu'il y a essentiellement une plante qui est cicatrisante et qui est antiseptique et cicatrisante, c'est Calendula officinalis, qui est aussi un remède du mercure. Vous voyez, on est toujours sur la race pancréas. Et que personnellement, moi, j'associe avec des remèdes homéopathiques anthroposophiques qui marchent très bien, qui sont le nitrate d'argent, antiseptique, Echinacea, immunostimulant, en aigu, et puis en chronique, Anantera, Eclalava et Sigesbeckia. Alors, Ananterum, c'est un antiseptique de bouche, Eclalava, c'est un remède de l'atteinte osseuse et ligamentaire, c'est un fluorure de calcium. Et puis Sigesbeckia, c'est une petite plante
qui est indienne. C'est une petite plante indienne qui a un effet décongestionnant, en particulier au niveau lymphoïde. On s'en sert en particulier dans les lymphangites, hein, si j'ose dire. Alors, il faut pas. Moi, personnellement, je ne tiens pas trop à faire peur à mes patients, mais je pense qu'ils doivent être conscients que le fait de garder des abcès en bouche, des poches avec des microbes, etc., c'est extrêmement péjoratif parce que la présence d'un état inflammatoire chronique en bouche d'abord, ça va mal évoluer, donc ça va se terminer dans ce qu'on appelait autrefois la piorée, c'est-à-dire les dents vont bouger et puis les perdre les unes après les autres. Hein. Et puis, surtout, ça va perturber durablement le système immunitaire. Et comme toujours, il faut bien avoir conscience que les états d'acidose localisée, d'infection chronique de la phase 4 de Reykjavik, avec le temps, vont évoluer vers un dérèglement immunitaire qui va s'exprimer par une maladie auto-immune. Donc, moi, personnellement, je les envoie systématiquement chez le dentiste. Il faut faire propre, il faut contrôler déjà localement le problème. Et puis, vous, en tant que médecin, et les dentistes qui connaissent bien tous ces phénomènes-là, vous allez utiliser le bilan, vous allez utiliser les plantes, les essences, etc., pour vraiment mettre cette zone qui est quand même septique, naturellement septique, la mettre au repos, et justement pour qu'elle arrête de faire évoluer le système immunitaire vers un vieillissement organique beaucoup plus grave. Voilà. Alors évidemment, on cite les troubles cardiaques, les infections respiratoires, les diabètes non contrôlés, les embolies cérébrales, etc., qui sont des complications de dents mal soignées. Qu'est-ce que c'est une parodontose? Alors la parodontose, c'est un phénomène peu inflammatoire, d'évolution lente, mais qui va combiner la récession gingivale et la récession osseuse. Donc, il y aura des poches verticales en plus d'une rétraction gingivale. Et donc, là aussi, on va trouver des BNS plutôt hypofloculents, donc chronicité, sur des sujets qui ont des problèmes alimentaires, souvent anorexiques, régime amaigrissant, séquelles de paludisme, ils ne sont pas bien gras d'habitude, mais toujours avec une hyper-alpha-alpha-2, donc toujours avec une activation macrocytaire, et puis 3 paramètres hyperfloculents qui vont s'imposer, kalium, iodome et calcaréa. Alors c'est intéressant parce que ces 3 paramètres, kalium, iodome et calcaréa, sont 3 paramètres du pôle cœur en homéopathie. Donc dans ce cas, le trouble de l'axe rate, gencive, rein, os, dents se complique d'une perturbation du pôle cœur. Donc, pôle cœur, qui dit pôle cœur, dit psychose, dit hypertrophie pathologique, dit risque cardiaque. Donc, c'est là où on va voir en particulier souvent l'apparition sur une parodontose, on va voir se développer par exemple une athéromatose, donc des plaques d'athérome, on ne comprendra pas pourquoi. Et en fait, la plaque d'athérome est un phénomène de cicatrisation fibreuse dont la cause primitive est la présence d'une épine irritative en bouche qui a eu un effet délétère. Donc les remèdes choisis le plus souvent par l'ordinateur dans les parodontoses, eh bien c'est amusant, on va trouver le Réfort Cochléaria, vous voyez, c'est aussi un mercure, donc grand remède hypolrate, très reminéralisant, Cochléaria, et puis Althea officinalis, qui est un remède du calcium, chaleur, dont la pathogénésie est une pathogénésie de cystite, c'est la guimauve. Donc, si en homéopathie on l'utilise dans la cystite, on peut l'utiliser en basse dilution dans des phénomènes de stagnation-chaleur, non pas sur le méridien de la vessie, mais sur le méridien du rein. Et le méridien du rein, c'est les dents. Alors voilà un petit résumé de notre approche diathésique. Les aftes intéressent les muqueuses en bouche,
Donc là, on est strictement sur un axe, sur un pôle rat de pancréas en médecine chinoise. Qui dit dérèglement rat de pancréas. Les caries, on est sur une problématique de dents, hein, la dent étant une forme d'os extrêmement dure. Donc, sur une problématique de minéralisation liée au rein. Les parodontites horizontales, on est dans une problématique d'hypostructure et donc on va trouver des troubles de type poumon. Les parodontites verticales, on est dans des hypofonctions, chaleur, stagnation. Il va falloir aller regarder le foie et les voies biliaires. Interroger éventuellement sur du tendinomusculaire. Il faut savoir qu'il y a énormément de pathologies tendinomusculaires qui sont en rapport avec des foyers dentaires. C'est le principe de la neuralthérapie, c'est un des principes de la neuralthérapie. Et puis les parodontoses, qui sont en fait des pertes de structure progressive, nous indiquent un dérèglement de type cœur avec des cicatrisations pathologiques et pas seulement en bouche, se méfier des phénomènes d'athéromatose. Alors, j'ai fait deux petites remarques suite à cette vision synthétique, hein, qu'il faut également, bien sûr, penser toujours à une origine réflexe de certains troubles, en particulier les troubles de l'articulation temporomandibulaire. Et ça, c'est assez facile, hein, il suffit de faire ouvrir la bouche au patient. Si vous voulez être sûr, vous mettez le petit doigt dans le conduit auditif et vous lui faites ouvrir ou fermer, vous sentez bien l'articulation, si le mouvement est désynchronisé, s'il y a un ressaut, etc. Il faudra l'envoyer chez le dentiste qui éventuellement lui proposera des corrections ou même une petite gouttière souple. Ça, c'est son problème. Et puis, il faudra également prendre avoir la notion d'un possible électrogalvanisme buccal, c'est-à-dire des dents avec de l'or, par exemple, et puis des amalgames de l'autre côté, etc. On va avoir une véritable pile en bouche avec des phénomènes de migration ionique, et d'ailleurs qu'on peut observer souvent, parce qu'à la base des inlays, à la base du matériel posé en bouche, il va y avoir une modification déjà de la couleur de la gencive et puis même avec des rétractions gingivales importantes. Et ça, évidemment, l'électrogalvanisme buccal va favoriser l'état inflammatoire et la stabilisation des dents et du parodonte. Il faut savoir aussi qu'il a été démontré qu'une supplémentation en acides gras insaturés oméga 3 a un bon effet sur l'évolution de ces parodontopathies. C'est logique puisque les oméga 3 sont à la fois anti-inflammatoires et anti-rhumatismales. Et protecteurs vasculaires et anticoagulantes. Alors évidemment, la difficulté, c'est de trouver un praticien d'exception. Donc, si vous êtes là à écouter ce webinaire, je pense que soit vous êtes des praticiens d'exception, soit vous êtes des médecins qui connaissez des dentistes qui sont des praticiens d'exception. Alors, il y a des outils que certains ont qui sont très intéressants, en particulier le fait d'avoir un microscope binoculaire avec un grossissement de mille, c'est un gros investissement, mais par contre, ça permet d'aller chercher dans les poches les germes qui vont avoir un rôle de cercle vicieux et d'entretien inflammatoire, et en particulier, bien sûr, les fameuses amibes, ou dans certains cas, et en particulier dans les cas d'immunodépression, on pourra avoir des parodontites candidosiques également. Alors, le traitement de ces lésions, ça va passer bien sûr par un brossage soigneux, éventuellement l'injection d'argile dans les poches, et puis bien sûr par les plantes et les huiles essentielles du BNS, puisqu'il va falloir avoir un effet de terrain et pas seulement se contenter d'une antibiothérapie qui aura un bon effet sur 15 jours et puis qui va laisser le patient
immunodéprimé dans les suites. Et le mois d'après, vous retrouvez le problème en général aggravé. Alors personnellement, je ne suis pas des praticiens qui font des antibiothérapies à l'année. Je considère que c'est une aberration, même si certains l'ont proposé. Il y a des praticiens qui sont également équipés de lasers avec des fibres optiques. Alors ça permet bien sûr de faire de l'endodontie extrêmement précise. Ça permet aussi de stériliser certaines poches. Et la lumière laser ayant un très bon effet antiseptique. Alors, je rappelle qu'il faut éviter les dentifrices au fluor, qui sont inefficaces au niveau des caries et qui en plus sont extrêmement toxiques sur la thyroïde, et en plus le fluor est reconnu maintenant comme un neurotoxique majeur. Donc on va arrêter, je pense que déjà ils ont arrêté de fluoriser l'eau, et un jour ils se rendront compte que ça ne sert à rien, ils arrêteront d'en mettre dans les dentifrices. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous le petit livre de référence de la méthode. Vous avez sans doute tous lu les livres, voilà. Et puis bien sûr, vous savez que Aline, à MyBiobox, est là pour répondre à vos questions et essayer de vous trouver des solutions. Et quand le problème est compliqué, vous savez que vous pouvez m'envoyer vos bilans avec une petite explication clinique, et puis je vous mettrai le doigt sur ce que vous n'avez peut-être pas vu tout de suite. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est bien naturel. Ah, voilà, donc voilà, ça c'est on dirait le pêcheur d'âmes dans le lac de Tibériade, tu vois, avec la pêche miraculeuse. C'est un petit peu ça. Alors, Jean-Yves, merci beaucoup pour cette présentation. On a eu de petites interventions. La première, pour tout simplement nous partager une lecture qui apparemment qui donne de bonnes pistes de réflexion sur le sujet. C'est Pour en finir avec la perte des dents du docteur Jean-Michel Pelé. Donc, c'est un dentiste qui propose des traitements pour ce type de problématique. Voilà. Et une autre. C'est pas simple. Alors, c'est pas simple. Moi, sans être dentiste, je vois les dents de tous mes patients. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont d'excellents praticiens. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que, vous le savez, vous avez rarement un pôle organique qui déconne. Vous en avez toujours 2 ou 3. Oui. Et donc, il y a des caries, il y a des rétractions, il y a de la surinfection, il y a des actes, enfin. Et puis, il y a tous les médicaments qu'on prend par ailleurs qui peuvent avoir un effet délétère. Donc, c'est compliqué. Hein. Mais c'est vrai qu'après, les traitements qui sont proposés, bien sûr, on peut toujours agir en symptomatique pour soulager dans un premier temps. On ne va jamais régler le problème si on n'a pas l'approche systémique et de terrain. Donc là, pour le coup, le BNS, c'est quand même un support de travail assez plutôt intéressant. Voilà. C'est indispensable parce que ça va vous montrer des choses que la clinique ne vous montrera pas forcément. C'est ça, c'est ça. Juste une petite question. Quand on avait évoqué le remède de Velleda, oui. Est-ce qu'on parlait bien des sels calcaires de Velleda? Alors, on ne peut plus avoir les sels calcaires en France, hein, déjà. Oui. Mais ce n'est pas grave que ça soit Velleda. Hein. Vous prescrivez tel quel et puis le pharmacien ou le labo va vous le préparer. D'accord, très bien, merci. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. Tout le monde a été bien attentif à tout ça. Une dernière petite chose, puisqu'on m'a posé la question, on pourra vous transmettre le PowerPoint si vous m'en formulez la demande dès demain matin. Donc, comme indiqué sur ce PowerPoint d'ailleurs, que vous pouvez revoir en ligne dès demain sur notre chaîne MyBiobox YouTube. D'accord, le webinaire sera accessible, libre et gratuit à tout moment. Eh bien, vous pouvez me contacter donc à l'adresse contact@mybiobox.com ou mon adresse directe a.ziliox@mybiobox.com pour ceux qui connaissent déjà. Voilà, donc je vous transmettrai avec plaisir le petit PowerPoint de ce soir. Donc, je vous remercie tous pour votre présence active, vos partages, et je vous rappelle qu'on est
toujours ouvert à vos commentaires et vos suggestions pour faire évoluer nos webinaires, répondre à vos... Alors, dans les suggestions, en fait, vous pouvez nous proposer des sujets pour les prochains. C'est ça, voilà. Donc en fait, on est là pour répondre à vos questions sur les problématiques que vous pouvez rencontrer, mais qui vous intéressent aussi, hein, tout simplement. Donc c'est vous qui nous donnez vos idées et on travaille avec ça pour partager ensemble, voilà. Donc toute l'équipe MyBioBox se tient prête à répondre à vos questions, mais aussi à vous aider du BMS. Alors j'en profite ce soir pour vous annoncer que pour les personnes qui démarrent, on a récemment mis en place une lecture audio de vos bilans faite par nos praticiens experts, donc Dr Henri. Alors foncez, il faut démarrer ou continuer à utiliser ces bilans parce que c'est quand même un support assez exceptionnel de compréhension globale de l'organisme de vos consultants. Et nous, on est là pour vous aider à avoir une pratique innovante de la santé naturelle. Donc voilà, merci à tous pour votre attention ce soir et à très bientôt. Docteur Henri. Alors, bonsoir à tous. J'embrasse tout le monde et je vous souhaite une très belle année chinoise du cochon. Sur ces bonnes paroles, bonne année chinoise du cochon à tous. Au revoir. Au revoir.